Eh oui, on parle de cette expédition un peu particulière ce matin qui fait escale en ce moment en Guyane, le navire Plastic Odyssée qui est actuellement amarré à Dégradé-Cannes. Il est parti de Marseille il y a 8 mois et a depuis entrepris un long périple tout autour de la Terre pour lutter contre la pollution plastique des océans en sensibilisant sur le sujet mais aussi et surtout en développant localement à chaque escale des initiatives pour traiter, recycler, réutiliser les déchets plastiques et faire en sorte qu'elles ne se déversent pas ensuite ces tonnes de plastique dans les mers et dans les océans. Pour en parler, donc, Simon Bernard est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Rita. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Simon Bernard. Vous êtes le président et cofondateur de Plastic Odyssée. Il est né comment exactement ce projet ? Je crois que ça remonte à quelques années quand vous étiez officier de navire marchand et que vous êtes arrivé au Sénégal. Et là, d'un seul coup, il y a eu un choc, un déclic sur l'urgence finalement de la situation. Exactement, ça faisait plusieurs années déjà que je m'intéressais aux différentes problématiques écologiques. Et j'ai eu la chance d'embarquer sur une expédition. Donc effectivement, j'étais officier de marine marchande. Et j'ai embarqué sur un bateau un peu plus petit pour aller travailler sur les low-tech avec un ingénieur, Corentin de Châtel-Perron, un aventurier aussi. Et on est parti effectivement entre le Maroc et le Sénégal. Et c'est en arrivant à Dakar que je me suis rendu compte qu'il y avait du plastique vraiment partout. Le low-tech, on y reviendra dans quelques instants parce que c'est une facette importante du projet Plastic Odyssée. J'ai fait quelques recherches. Chaque année, il y a plus de 8 millions de tonnes de plastique qui se déversent dans les mers et dans les océans avec évidemment des conséquences environnementales mais aussi sanitaires puisqu'un humain en moyenne, je crois, il ingère 5 grammes de plastique par semaine. Je suis tombé sur cette citation du WWF. Le plastique est en train d'étouffer silencieusement la planète et notre santé. Silencieusement, et c'est un point important parce que ce qu'il faut dire, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas d'océan de plastique, de continent de plastique en plein océan. En fait, c'est des micro-particules qui sont littéralement partout en fait. Exactement, c'est ça le grand challenge de cette pollution, c'est qu'en fait elle est invisible. On pense qu'elle est visible, mais c'est ce que les scientifiques appellent le mystère plastique. On sait qu'on a mis énormément de plastique dans l'océan, environ 250 millions de tonnes, mais on ne sait pas où il est. Parce que quand on le cherche à la surface, on ne le trouve pas. Ou en tout cas, on en trouve moins d'1%. Ce qui fait que les hypothèses sont que sûrement il est au fond de l'eau ou dégradé en microparticules, mais en tout cas il n'est pas à la surface, donc on ne peut pas nettoyer l'océan, malheureusement. Et ces 250 millions de tonnes, on est bien d'accord que c'est depuis les origines finalement du plastique. C'est ça, depuis les années 50, le premier gramme de plastique, et depuis on en rajoute, ça entre 10-15 millions de tonnes par an. C'est difficile d'avoir des chiffres exacts, mais c'est là où on peut agir. C'est en fermant ce robinet et en évitant que le plastique arrive dans l'océan. C'est la dernière chose qu'on puisse faire. Et comment vous en êtes venu du coup à vous dire ok, il faut faire quelque chose, on veut lutter contre la pollution plastique des mers et des océans, mais en développant des initiatives à terre, parce que mentalement ça coule pas forcément de source. Alors c'est vrai on s'est intéressé au sujet au début comme tout le monde, on s'était dit tiens il faut aller nettoyer l'océan. Et puis rapidement on s'est rendu compte en lisant les études scientifiques, parce qu'on n'a pas voulu, on voulait vraiment avoir un impact palpable, on voulait être ambitieux, avoir un impact important, et donc on s'est dit pour ça il faut qu'on regarde les études scientifiques et qu'on regarde un peu comme la loi de Pareto, les 80-20, de se dire où est-ce qu'on peut agir pour avoir les 80% les plus simples et les plus faciles à atteindre. Et donc c'est effectivement en recyclant le plastique qui est déjà là et qui se déverse, et puis en arrêtant d'en produire de nouveau. Voilà, parce que pour que tout le monde comprenne bien, vous n'êtes pas un bateau recycleur, l'idée c'est vraiment d'intervenir en amont. Alors en faisant quoi précisément ? On va rentrer un petit peu dans les détails de cette expédition que vous avez commencée. Qu'est-ce que vous avez emporté à bord ? J'y suis allé, il y a beaucoup de machines, mais pour faire quoi finalement ? Alors c'est vrai qu'on a tout un atelier de recyclage qui est plutôt là comme à la fois un laboratoire, puisqu'on teste, on expérimente, on développe des machines à bord du bateau, mais surtout aussi un démonstrateur pour convaincre des entrepreneurs, des décideurs de répliquer ces solutions-là dans les différentes villes dans lesquelles le bateau s'arrête. Et quelle machine pour quel genre de solution en fait ? Alors ça reste des machines qui sont vraiment adaptées à un contexte particulier. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est transformer un déchet pour en faire un produit fini directement. Donc on passe pas par le stade de refaire de la matière première pour l'exporter à des plasturgistes qui vont en refaire une bouteille ou un paquet de chips, je sais pas. On essaye de stocker cette matière localement pour en faire des objets qui vont être durables et qui vont être utiles et répondre à une économie locale. Donc par exemple, on va pouvoir faire des tuiles pour les maisons, des pavés pour les trottoirs, on fait beaucoup ça en Afrique, remplacer le bois dans des mobiliers urbains en faisant des planches en plastique.
Et donc il y a différentes choses à imaginer, ça dépend du besoin local. C'est ça le grand challenge. Et après, parce que évidemment la vision, enfin la dimension économique de ce que vous faites, elle est importante. Entre un matériau d'un côté, un matériau plastique recyclé, on va prendre l'exemple de la construction, par exemple une brique, et de l'autre, je pense évidemment au béton. Est-ce que ça peut être intéressant pour certains territoires dans certaines parties du monde d'utiliser finalement ces matériaux plastiques recyclés? Alors ça doit être intéressant, sinon ça fonctionnera pas. Ouais. Les gens vont pas forcément se lever pour aller recycler du plastique par plaisir et donc il faut que ça rapporte de l'argent ou que ça soit subventionné, mais aujourd'hui il n'y a pas de subvention pour ça, donc il faut forcément que ça rapporte de l'argent. L'idée c'est quel produit fini va être utile, être concurrentiel, et donc ça dépend vraiment du pays. On voit que le pavé ça se fait beaucoup en Afrique, c'est pas très rentable. La tuile par exemple c'est beaucoup plus rentable, ou le tube. Donc il y a des solutions comme ça qui peuvent vraiment être pertinentes. Ouais, parce qu'un aspect important, c'est que vous n'êtes pas là pour dire voilà ce qu'il faut faire. Vous essayez plutôt de regarder les pratiques locales, des idées de certaines personnes qui veulent utiliser le plastique pour en faire quelque chose. Vous l'avez dit, des matériaux de construction, des briques, des palettes, des objets, tout ça en plastique recyclé. Regardez finalement les idées qu'il y a déjà sur place et venir en aide aux personnes qui ont déjà peut-être commencé à mettre en place certains projets. C'est ça, l'approche c'est de à la fois documenter, donc aller voir ce qui se passe dans les différents pays pour le partager autour du monde, mais aussi d'accompagner des entrepreneurs ou des gens qui ont envie de se lancer dans une entreprise de recyclage. Donc on n'est pas du tout là pour faire du recyclage ou apporter des solutions, mais plutôt pour travailler avec des entrepreneurs qui, eux, vont lancer leur projet. Pour l'instant, ça se passe comment? Vous êtes parti depuis plusieurs mois, vous avez fait un tour en Méditerranée, un peu l'Afrique de l'Ouest, et donc maintenant, depuis quelques semaines, vous êtes en Amérique du Sud, d'abord le Brésil, la Guyane, et ensuite vous allez continuer votre périple. Ça se passe comment? Est-ce qu'il y a de bons retours finalement de la part des populations pour l'instant? On est vraiment très agréablement surpris, c'est bien mieux que ce qu'on espérait. Après, ça dépend vraiment des pays. On a des pays où ça a été beaucoup plus compliqué, parce que l'administration, les autorités, tout un tas de choses, la corruption, où on n'a pas pu faire grand-chose. D'autres pays où c'était vraiment le tapis rouge et on a rencontré tous les acteurs qu'il fallait. On a même décidé de s'implanter, par exemple, au Sénégal, tellement l'engouement était fort. Donc après, ça dépend vraiment du contexte du pays, de la culture, mais globalement, on voit qu'il y a un vrai intérêt partout où on va. Et après, c'est quoi vos ambitions? Simplement venir en aide à certaines initiatives ou bien, vous l'avez dit, développer finalement des micro-usines à certains endroits du globe? Ça, il y a 2 étapes en parallèle. La première, c'est d'accompagner des entrepreneurs, de créer un réseau, donc de les mettre en contact et d'apporter de la connaissance en open source. Les plans des machines, les modèles économiques, de les donner pour que ça puisse être répliqué. Oui. Et la deuxième étape, c'est carrément d'aller jusqu'à construire des micro-usines de recyclage, clés en main, et un peu comme des systèmes de franchise, de donner, d'aller fournir ces containers pour vraiment faciliter la mise en place de ces micro-usines. Et donc très concrètement, pour qu'on visualise, dans ces micro-usines, finalement, il y a les déchets plastiques qui arrivent et ils vont passer par plusieurs machines en fait pour progressivement devenir, voilà, on l'a dit, un matériau de construction par exemple. C'est ça, alors la première étape c'est d'acheter les déchets. Ils ne sont pas donnés à l'entrepreneur, ils sont achetés. Et ça coûte cher des déchets plastiques? Ça dépend encore une fois d'où ils sont ramassés, de combien, mais c'est à peu près 15 centimes le kilo. Ça dépend, hein, dans le monde, la moyenne, je pense que c'est à peu près ça dépend du plastique évidemment, mais c'est pas énorme, mais ça permet quand même de faire vivre des collecteurs. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir acheter ces déchets au meilleur prix, ensuite de les recycler, donc avec un broyeur, une extrudeuse qui va faire fondre le plastique et puis une presse pour pouvoir les mettre en forme, mouler cette matière première, et puis derrière on en ressort avec un produit fini qui va aussi pouvoir être vendu soit à une entreprise de construction, soit à une mairie pour refaire le mobilier ou les trottoirs, et donc vraiment d'avoir une petite économie locale. Et donc après, vous proposez finalement des moules pour mouler ce plastique et en faire des matériaux. Je me souviens d'un exemple que vous aviez donné la semaine dernière. Alors je ne sais plus quel pays, je crois que c'était au Sénégal, où une personne finalement avait déjà commencé à recycler du plastique pour en faire des briques. Et vous êtes arrivé en disant ça c'est une bonne idée, mais on va l'aider finalement pour que cette personne elle se professionnalise et qu'elle passe finalement à une échelle supérieure. C'est ça, c'est en Guinée-Conakry. Ah voilà, c'est pas du tout au Sénégal. C'est juste à côté. Et donc en gros, on le voit un peu partout, le recyclage de plastique dans des marmites avec un feu de bois. Il y a déjà un début d'initiative, mais le problème c'est que c'est très polluant. On peut l'imaginer, non seulement le bois brûle, mais en plus de ça, le plastique brûle. Et donc c'est très polluant. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est
on va essayer d'accompagner cet entrepreneur, Mariam, qui est venu nous voir, et de lui fournir des machines pour faire à peu près la même chose, mais avec des systèmes qui polluent pas, avec un meilleur rendement et une meilleure production de pavés. Et donc là, ça y est, on a installé la première micro-usine en janvier. On a pu l'inaugurer en mars en passant. Alors on a parlé il y a quelques minutes de l'open source, donc je le dis pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec ça, voilà, c'est le fait de mettre finalement gratuitement à disposition de tout le monde les plans et la conception des outils, des machines que vous utilisez. Il y a une deuxième facette qui est aussi importante, c'est le low-tech. C'est quoi exactement le low-tech, Simon Bernard ? Alors la low-tech, c'est vrai que c'est difficile actuellement de donner une définition, chacun a un peu sa définition, mais l'idée globale, c'est d'arriver à faire mieux avec moins. Donc d'arriver à simplifier au maximum des technologies, des process, les modèles économiques en général, pour enlever le superflu et arriver à des systèmes qui sont bien robustes, qui sont durables, parce qu'ils ne vont pas tomber en panne ou qui seront facilement réparables et qui vont consommer le moins de ressources possible. Oui, en fait, permettre aux utilisateurs de vos machines de pouvoir les utiliser en fait le plus facilement possible. Technologiquement, techniquement, c'est pas très compliqué. C'est à peu près ça l'idée aussi. C'est ça. Ça reste des machines. Alors, ça reste des machines industrielles. On peut pas les construire à la maison, mais par contre, elles sont simples d'utilisation. Donc, ça veut dire que partout dans le monde, même au fin fond de la Guinée, où on trouve difficilement des outils et des compétences, on va être capable de réparer ou de faire la maintenance de ces machines. Il faut qu'on change notre regard sur le recyclage de manière générale, parce que quand on y pense comme ça un petit peu à froid, on voit tout de suite des industries assez lourdes avec des énormes centres de tri. Là, pour le coup, vous, ce que vous proposez, et c'est ce qui est marquant d'ailleurs quand on fait une visite de votre bateau, c'est que les machines, elles sont assez petites et que ces micro-usines, en fait, elles tiennent dans l'équivalent d'un conteneur à peu près. C'est ça. En fait, cette approche de décentraliser le recyclage du plastique, et d'avoir des usines décentralisées, et ça c'est valable pour l'énergie, c'est valable pour la nourriture, c'est valable pour le déchet. Pourquoi ? Parce que le transport coûte de l'argent et pollue en plus de ça, et que les villes ne sont pas forcément adaptées au transport. On le voit à Dakar, pour traverser Dakar il faut parfois 2 heures, parfois la ville est complètement bloquée, donc on ne peut pas imaginer transporter des déchets dans un pays pour les amener à une grosse usine. Ça, c'est pas rentable, c'est pour ça que les déchets sont pas ramassés et sont pas traités aujourd'hui et qui sont laissés dans la mer. Ça coûte moins cher. Ouais, et développer finalement le surplace en limitant les coûts qui peuvent être liés au trajet. Là, par exemple, vous êtes en Guyane maintenant depuis quelques jours. Depuis que vous êtes là, est-ce que vous avez rencontré des acteurs, des entreprises, des associations qui peut-être et qui pourraient utiliser les techniques que vous pouvez leur proposer ? Alors on a vu 2 choses. Déjà un premier début de tri sélectif. On a visité une usine de tri hier. Donc il y a vraiment un début de traitement des déchets. Par contre ces déchets ils sont encore envoyés par conteneur, alors que ça a de la valeur, hein. C'est ce qu'on disait. Ces plastiques là ils sont mis en balles, ils sont prêts, ensuite toute la valeur elle est exportée. Donc c'est dommage, on pourrait l'utiliser ici, redonner la valeur à la Guyane. Et à côté de ça, on voit des gens qui sont vraiment intéressés. On va accueillir une 12aine de personnes la semaine prochaine à Saint-Laurent pour justement former, donc avoir ce programme d'incubation et espérer derrière pouvoir accompagner ces entrepreneurs pour qu'ils puissent monter des usines ici. Alors incubation, on va quand même définir pour tout le monde, c'est quoi exactement incubation ? Alors l'idée c'est une sorte de programme de formation. Pendant une semaine, ils viennent à bord du bateau, ils sont accueillis donc vraiment une semaine avec nous. On va les former sur les machines de recyclage, sur le modèle économique et essayer de prendre du temps projet par projet pour voir comment les accompagner au mieux. C'est quelque chose de lourd à monter si quelqu'un a une idée finalement de vouloir recycler les déchets plastiques ici en Guyane, de monter son projet et d'aller jusqu'à terme, ça représente beaucoup de travail. Alors ça reste un projet entrepreneurial, donc c'est pas simple, mais ça reste une petite échelle, donc c'est des petits budgets, c'est environ 80 à 100 000 euros. Alors ça peut paraître beaucoup, mais pour une usine ça reste des petits budgets, et derrière ça peut être mis en place assez rapidement avec un retour sur investissement donc de 3-4 ans. Donc finalement c'est pas du tout impossible de lancer une micro-usine. Et l'idée, parce que, et là pour le coup ça n'est pas que le cas pour la Guyane, c'est le cas dès que vous faites une escale, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est que vous souhaitez finalement repartir pas en ayant fait uniquement de la sensibilisation, en étant arrivé sur place en disant voilà il faut faire quelque chose parce que voilà l'état finalement de la situation actuelle concernant la pollution plastique. Vous souhaitez repartir et finalement qu'il y ait des petites idées qui germent un petit peu partout dans chaque territoire en fait. Ça c'est le rêve, c'est que cette idée elle nous échappe. Finalement les gens s'en emparent
et que des usines fleurissent ou des initiatives. Alors là, on parle beaucoup de recyclage, mais on espère aussi avoir des initiatives pour réduire la consommation de plastique, parce que c'est un axe aussi assez fort de l'escale du projet, où on va essayer de limiter la consommation de plastique. Et donc là, ça peut aussi amener à plein de projets entrepreneuriaux. Et sur les ambitions, on a commencé cette interview en parlant des chiffres qui sont faramineux concernant le nombre de tonnes chaque année qui arrivent dans les mers et dans les océans. Votre projet à vous, face à ce défi qui est quand même mondial et international, est-ce que vous avez l'impression qu'il pourrait véritablement apporter sa pierre à l'édifice ? Alors je pense, parce qu'on peut en fait rapidement, par ces micro-usines, avoir un impact conséquent. Chaque micro-usine, ça tient juste dans un container, est capable de traiter 100 tonnes par an. Donc on imagine que si on en multiplie sur un territoire, là l'idée à Dakar c'est de commencer par en mettre une dizaine, vraiment un réseau de micro-usines, puis une centaine en Afrique de l'Ouest. Donc on peut voir un impact assez conséquent, mais effectivement ça résoudra pas tous les problèmes. Il faudra forcément réduire aussi l'usage du plastique. Réduire, voire totalement limiter, parce que, et ça c'est quelque chose qui revient assez régulièrement, il faut recycler ce qu'on a, mais d'ici quelques années arrêter totalement de produire du plastique pour arrêter de continuer de polluer notre santé et la planète. Alors il y a un certain nombre de plastiques dont on a du mal à se passer, parce ouais. qu'en fait on ne sait pas aujourd'hui se soigner, se nourrir, se loger sans plastique. Mais on voit au quotidien qu'il y a un paquet de plastique qu'on pourrait enlever, notamment le plastique à usage unique qui va servir quelques secondes ou quelques minutes. Et donc c'est tous ces usages-là qui ne sont pas nécessaires dont il faut se passer aujourd'hui. Vous repartez de Cayenne demain, ensuite vous allez à Saint-Laurent, c'est bien ça ? C'est ça. Pendant combien de temps à peu près ? Une dizaine de jours, et puis ensuite on repartira vers les Antilles françaises. Et comment dire, à Saint-Laurent, vous ferez à peu près la même chose qu'ici à Cayenne, donc tout un travail d'incubation avec de potentiels entrepreneurs évidemment s'il y en a, mais vous avez aussi, et c'est le deuxième volet de votre projet de Plastic Odyssée, c'est une exposition également sur le thème du plastique. Alors on a une exposition vraiment sur les alternatives, donc pour sensibiliser à la réduction. Encore une fois, pas en allant donner des leçons, mais en montrant des exemples qui pourraient être utilisés ailleurs, et aussi en accueillant des classes. On a jusqu'à 700 enfants qui viennent par escale. Alors là, on a pu en accueillir un petit peu moins, mais on a quand même un impact très fort sur les plus jeunes, et finalement on se rend compte qu'un enfant est capable de sensibiliser peut-être 6 adultes, et donc on peut avoir un impact très fort en touchant ces enfants. Là vous repartez demain de Cayenne, pardon, s'il y a des personnes qui ont envie de vous voir, comment ça se passe, c'est possible, comment est-ce qu'on entre en contact avec vous ? Alors ça va être possible à Saint-Laurent, parce qu'effectivement on repart demain, mais à Saint-Laurent on va avoir des portes ouvertes, et on va aussi accueillir du public pour pouvoir montrer un peu ce navire laboratoire. Plastic Odyssée sera à Saint-Laurent d'ici quelques jours. Merci beaucoup Simon Bernard d'avoir été notre invité ce matin. Je le rappelle donc, vous êtes le président et cofondateur de Plastic Odyssée. Bonne continuation. Encore plus de 2 ans, c'est ça, d'expédition tout autour de la Terre. On va faire le tour du monde après par prochaine escale, prochaine étape, ce sera l'Asie. Bon courage et à bientôt. Radio Pays.